Salut Pierre-Alix, Salut Xavier, comment ça va? ça va très bien et toi? Super, t'es l'invité qu'on a le plus eu sur le podcast, officiellement. Waouh. Donc, t'as fait 3 apparitions dans The Big Shift. Alors, pas toujours pour des épisodes complets, on a fait un épisode complet ensemble en public il y a 2 ans. Et après, t'as fait une apparition dans un épisode qu'on a fait en collaboration, parce qu'on a bossé avec la SNCF pour faire des enregistrements dans le train avec des influenceurs qui participaient à l'atelier d'automne. Super souvenir. Et c'était très très cool. Et aujourd'hui, tu reviens pour une raison encore différente, qui est que depuis quelques mois, quand on parle beaucoup de transition écologique, je me rends compte que mon anxiété, elle vient plus vraiment de là, mais qu'elle vient de beaucoup d'autres choses. Elle vient de une perte de confiance dans les médias, dans les fake news. Elle vient d'une perte de confiance dans la fluidité de nos institutions démocratiques, dans les crises du capitalisme débridé et de l'augmentation des inégalités. Elle vient aussi des crises des technologies où en fait on a beaucoup d'IA, on a beaucoup d'asservissement en fait liés à ces outils. Alors là, je fais un peu peur en disant tout ça, mais l'idée c'est de se dire que est-ce que la crise écologique est encore le sujet du siècle, ou est-ce qu'il faut que The Big Shift, je fasse encore un shift et que j'aille parler de tous ces autres sujets-là et que je me transforme en Julien Devorex sur Sismic, ou est-ce que je peux encore rester sur la transition écologique comme sujet principal? Ce qui est intéressant, c'est que on a fait une soirée il y a quelques semaines avec l'équipe d'automne, parce que vous avez décidé de faire un énorme pivot qui est de dire on est d'automne, mais pas que. C'est-à-dire que en fait, cet objectif de 2 tonnes à 2050, peut-être que c'est plus uniquement le seul truc qu'il faut viser, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et donc voilà, j'aimerais dans cet épisode comprendre si la transition écologique, c'est encore le sujet du 21e siècle, ou si c'est plus vraiment ça qui est important, et pourquoi. Et donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et donc, on va plonger dans ce sujet. Déjà, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas écouté les autres épisodes avec toi? Ouais, avec plaisir. Merci encore pour la 3e invitation. Je suis très honoré. Et je m'appelle Pierre-Alix Lauré-Bavet et je suis le cofondateur de D'automne. Et donc, qui s'est renommé effectivement D'automne, mais pas que, en début d'année. Et D'automne, donc, c'est un projet qui est né en 2020 et qui s'est fait connaître notamment pour déployer l'atelier du même nom, l'atelier D'automne, un atelier de pédagogie en intelligence collective sur la transition écologique, qu'on a déployé à près de 300 000 personnes et avec l'aide de quasiment 15 000 animateurs et animatrices dans plus d'une 50aine de pays. Et qui est un projet qui fait son activité principale, c'était de déployer l'atelier du même nom. Mais on ne faisait pas que ça, on a aussi fait des opérations. Tu as mentionné les ateliers dans les trains. On a fait des ateliers en direct sur France Inter. On a fait des opérations spéciales pour le gouvernement à l'époque. Donc on avait déjà, plus que d'être juste un projet qui déploie un atelier, une volonté de faire de la pédagogie de façon beaucoup plus large. Et c'est un projet donc, qui a 5 ans et qui au départ avait été cofondé par 2 personnes, moi et François Logier, et qui a grandi, qui s'est structuré en une entreprise de l'économie sociale et solidaire et une asso, l'Homme 1901, pour pouvoir déployer massivement l'atelier à tous les publics, et qui compte aujourd'hui une 30aine de salariés, et que j'ai la chance de co-diriger avec François. Voilà. Ok, écoute, super, super stylé. Si vous n'avez pas encore fait d'ailleurs l'atelier d'automne, il existe toujours. Hein, il existe plus que jamais même. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à le proposer dans votre entreprise si vous êtes salarié. C'est un super moment, je trouve, en plus en team building à passer avec des collaborateurs et des collègues. J'aimerais que tu me racontes comment est-ce que vous avez eu cette sensation de fin d'un cycle? Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte et comment est-ce que vous vous êtes dit, en fait, la transition écologique, c'est plus ça qu'on doit viser aujourd'hui? Je vais remonter un peu dans le temps et pour expliquer le changement qu'on a fait, de comprendre d'où on partait déjà, tu vois. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble en 2020 avec François Logier, il venait de créer la première version de l'atelier d'automne. Et moi, je l'avais pas créé, donc j'étais un des tout premiers animateurs bénévoles. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble, on s'est dit, on veut pas être juste un atelier. Donc on s'est très vite questionné sur pourquoi on a envie de bosser ensemble. Parce qu'on a vraiment envie de bosser ensemble, et pourquoi? Qu'est-ce qui nous unit exactement?
Donc là, on a pris un temps de prendre énormément de prise de hauteur, tu vois, pour vraiment aller questionner intimement ce qui nous unissait. Et en gros, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce qui nous unissait, c'est qu'on avait envie, qu'on aimait bien l'être humain. On avait envie que les gens ils soient heureux, ils soient en bonne santé, ils vivent bien longtemps avec de la justice. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, pour nous, l'enjeu principal qui pouvait nuire à ça, c'était l'enjeu écologique. Et c'était un risque en soi, et c'était un risque qui conditionnait aussi tous les autres problèmes. Et donc on s'est dit, ça doit être la priorité. Les problèmes de crise écologique et la réponse qu'on doit y amener doit être la priorité. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut une transition. Donc une transition, des changements à tous les niveaux, dans les modes de vie, dans l'organisation de la société, dans les façons de penser, dans les modes de production, etc. Donc il faut une transition, il faut changer les choses. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la transition ? Le frein principal, c'est la mentalité humaine. C'est les gens qui ne sont pas forcément prêts à ça. Et on a identifié 2 problèmes. Ils n'ont pas assez de leviers, de connaissances pour savoir comment agir. Et les gens n'ont pas forcément une grande motivation. Parce que pas de perspective de succès, parce que l'impression que son action, elle ne sert à rien, etc. Et donc on s'est dit, il faut répondre à ça. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Donc on a amélioré sans cesse l'atelier d'automne pour en faire une expérience qui est la plus puissante possible, pour outiller les gens et leur donner une envie d'agir profonde. Et à ce moment-là, on s'est dit, notre mission, en fait, ça doit être de générer des acteurs épanouis de la transition, de cette transition-là. C'est-à-dire des gens qui vont pas forcément changer du jour au lendemain, mais qui vont commencer à mettre en place des changements, se rendre compte que c'est bon pour eux, que ça leur amène des bénéfices et une sorte d'épanouissement, et qui vont changer au fur et à mesure. Et on s'est dit, il y aura un peu cette bifurcation progressive, et nous, on va essayer de générer un maximum d'acteurs comme ça, et si on en génère assez, un jour ou l'autre, il y aura un point de bascule social qui était un truc assez référencé, et on s'est dit, si on atteint un certain seuil critique, il y aura un point de bascule, et la société, cette transition-là va accélérer massivement. Et donc ça a bien marché, tu vois, on y croyait dur comme fer, et ça a bien pris, et ça faisait écho un peu à la société. Et en fait, c'est à partir de fin 2023 qu'on a commencé à sentir, tu sais, au début, c'est un peu diffus, tu sens un changement, tu sens un truc dans l'air un peu différent, dans le rapport. C'est quoi ? C'est un malaise du public, c'est une lassitude, des retours qui sont moins bons, un manque d'engagement des gens qui participent. Comment est-ce que vous sentez ça ? Alors, ça a été beaucoup plus macro, en fait. Moi, le tout début, c'était le salon Pro Durable, qui est un salon un peu professionnel sur l'écologie, en 2023. Donc, c'était, septembre 2023. Je dis, tiens, il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas la même dynamique que d'habitude. Tu sais, c'est ultra diffus, tu sais pas dire exactement pourquoi. Nous, on avait toujours des retours. En fait, le niveau de qualité ressentie et de satisfaction sur l'atelier d'automne, il monte, en fait. Il n'arrête pas de monter. Ce qui est paradoxal, parce que tu pourrais dire que comme on a plus d'animateurs, peut-être des gens un peu moins motivés qu'au départ, ou un peu moins connaisseurs. Mais en fait, non, ça continue à monter. Donc, en fait, là-dessus, on n'avait pas forcément sur la qualité, sur l'enthousiasme que générait l'atelier des retours. Par contre, on voyait plus au niveau macro. Et en fait, quand on a vu ces premiers signes-là plus macro, qu'on a questionné d'autres projets, alors comment ça se passe, est-ce que vous avez toujours la même dynamique, etc. Puis tu sentais que c'était un peu moins fort, on a remonté encore plus haut. Et là, en fait, on a commencé à beaucoup moins s'intéresser au rapport du GIEC et à encore plus s'intéresser à la société, le social, la perception de l'écologie, les discours politiques sur le sujet. Et on a beaucoup creusé ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte d'un truc qui est maintenant un peu sur toutes les lèvres, le backlash écologique. C'est-à-dire ce sentiment que les gens sont toujours préoccupés, et même plus que jamais, par notamment le changement climatique. En fonction des sondages, c'est entre 75 et 88% des Françaises et des Français qui disent « je suis préoccupé par le sujet ». Donc c'est une victoire, c'est une victoire, j'ai envie de dire, qu'on a acquis. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui est forte, et ça, c'est grâce à tous les gens qui se sont engagés pour permettre qu'il y a ça. Donc pour moi, c'est une super victoire. Mais parallèlement, tu sens un backlash avec trois éléments. C'est que tu le vois au niveau politique, au niveau des entreprises, où tu vois des mouvements de désengagement assez forts. Mais tu le sens aussi au niveau du grand public et au niveau de la qualité des échanges sur le sujet. Tu as une partie des gens qui rejettent le sujet. C'est-à-dire qu'avant, ils disaient, bon, je suis pas fan, mais ça va. Maintenant, ils rejettent. Donc, ils disent, moi, je ne veux pas qu'on me parle de ça. Et je me lève contre. Et limite, je peux m'identifier un peu comme presque anti-écolo, tu vois. Tu as un truc de désintérêt ou d'usure. C'est-à-dire, on m'en parle, on voit pas le bout, en fait. Donc, je sais même plus, il y a un début, il y a une fin, je sais même plus, genre,
Ça commence à vraiment muser qu'on parle que de ça. Et puis, tu as aussi un troisième effet, c'est un effet de désengagement. C'est-à-dire des gens qui sont engagés et qui, eux aussi, se désengagent. Et ça, on l'a constaté beaucoup, tu vois, dans l'écosystème, dans des animes, dans des gens qui me disent « Je commence à avoir... commence à être un peu usé par mon engagement. » Et donc, en fait, en croisant ces choses-là, on s'est dit qu'en fait, ce backlash, il existait, c'était un fait. On n'avait plus du tout la même dynamique qu'on avait. Avant, moi, j'appelais ça les 5 glorieuses de l'écologie, tu vois. 2018, 2022. Ouais, grosso modo, tu vois, Jean Covici, Greta, enfin, il y a eu 5 glorieuses, c'était vraiment une énorme dynamique. Là, on dit, c'est plus du tout cette dynamique-là. La question, c'est quoi ce backlash et c'est quoi les causes? Est-ce que c'est une sorte de parenthèse, tu vois? Tu sais, ça arrive, tu vois, une petite parenthèse comme ça de désengagement, de baisse de hype sur le sujet, ou est-ce que c'est plus profond? Et là, on a creusé, et d'après nous, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus profond. Plus profond parce que y a la sensation qu'en fait, toutes les crises qu'on est en train de vivre, que j'ai mentionné un peu en introduction, donc ce que vous appelez une polycrise, sont intrinsèquement liées. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, que tu m'expliques ce que vous avez identifié comme élément majeur de ce backlash? Donc là, tu m'as parlé politique, tu m'as parlé entreprise, mais j'ai l'impression que c'était plutôt les symptômes, mais que c'était pas forcément vraiment les causes. Qu'est-ce qu'il y a derrière et en fait, qu'est-ce qu'on identifie comme cette polycrise? Bah effectivement, d'après nous, la raison, l'une des raisons profondes en tout cas de ce backlash-là, c'est l'émergence de ce que beaucoup d'experts appellent la polycrise. Alors, la polycrise, c'est un phénomène pour caractériser un état où tu as des crises, des fluctuations, des changements qui vont se multiplier à la fois en fréquence, en intensité et en diversité. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ça rend un monde qui est de plus en plus instable, de moins en moins prévisible et de plus en plus changeant. Et donc, ça paraît très théorique, mais en fait, dans les faits, et là, 2025, ça a été l'apogée un peu, mais tu as les crises géopolitiques, Ukraine, Gaza, etc. Maintenant, Inde, Pakistan. Tu as les crises économiques, avec les changements, et bon, tu vois, et t'as le politico-économique, mais avec le Trump, avec des changements tous les 2 jours où tu comprends plus rien. Tu as des crises sociales aussi, avec des mouvements de contestation des fois très forts, enfin des choses qui se passent très très vite. Tu as aussi des crises écologiques, qui sont toujours là et qui sont de plus en plus là, et qui créent encore plus de perturbations et de changements. Et puis tu as aussi les crises technologiques. Et donc là, on le voit, que ce soit avec l'IA, notamment, où tu vas avoir des enjeux sur le rapport à la vérité, sur l'emploi et des choses qui changent énormément vite. Et en fait, c'est un peu comme si avant on disait il y a une crise centrale, c'est la priorité absolue. C'est simple, c'est l'écologie. Donc il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde que c'est ça le problème. Pour nous aujourd'hui, non, il n'y a pas que ce problème-là. Et tu vois, moi souvent je fais le test, je demande aux gens, d'après eux, c'est quoi le problème le plus grave dans le monde? C'est quoi le truc qui les inquiète le plus aujourd'hui dans le monde? Et je le fais souvent même avec des gens très écolos, tu vois, ultra engagés dans l'écologie. Je leur dis, alors d'après toi, c'est quoi qui te préoccupe le plus? Est-ce que c'est la crise écologique? Est-ce que c'est un risque de guerre? Est-ce que c'est le rapport à la vérité où tu te dis on va plus jamais être capable de savoir ce qui est vrai et pas vrai? Est-ce que c'est l'évolution politique, les tensions, les volontés d'autoritarisme, etc. Est-ce que c'est le climat un peu de polarisation, de guerre civile? Tu vois que même des gens ultra écolos, ils te disent, moi en fait, c'est pas l'écologie qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Ouais. Et de fait, moi je pense que ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la désinformation, la capacité de désinformation des États. Donc c'est-à-dire qu'en fait, même ce qui est public n'est plus forcément une source sûre. Et du coup, d'une certaine façon, les médias, le journalisme aujourd'hui, et donc qui amène cette crise de confiance. Et pour moi, cette crise de confiance dans les institutions et qui du coup sape aussi la démocratie, c'est le truc qui me fait le plus flipper, en tout cas pour les prochaines années, parce que avec tout ce que tu dis, c'est comme si toutes ces crises-là, c'était pas des crises qui étaient en parallèle et qui s'additionnaient, mais que c'était des crises qui serpentaient les unes dans les autres, qui étaient plutôt intriquées, et où tu pourrais te dire qu'en fait, le climat aggrave les inégalités, que derrière les inégalités minent la démocratie, parce que justement, il y a cette polarisation dont tu parlais. On a encore eu un défilé d'extrême droite pour le 9 mai, qui a été autorisé par le tribunal administratif.
la démocratie qui vacille sous l'effet de la désinformation, et du coup, tu as une sorte de cercle vicieux, et en plus, qui fait effet boule de neige, et je pense que c'est ce truc-là dont la base, j'ai l'impression, c'est vraiment cette crise de la confiance et la vérité. Mais c'est ma base à moi. Toi, ce serait quoi, du coup, par exemple ? Non, mais en fait, pour moi, je vais ajouter un troisième élément, c'est que tu vois, avant, il y avait, en gros, avant on disait il y a la crise écologique, c'est la priorité. Maintenant, on dit il y a la crise écologique, mais il y a aussi, il faut pouvoir répondre à cette polycrise-là. C'est le bazar. Si on n'arrive pas à trouver une réponse sociétale à une situation de bazar qui va continuer, cette accélération de l'histoire, elle est là, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain. On va pas, ça va continuer. Donc le 21e siècle, c'est la seule certitude, c'est que ce sera un siècle ultra changement, ultra perturbé. Donc il faut pouvoir répondre à ça. Il faut amener une réponse à ça, c'est une priorité. Mais il y en a une troisième qui fait quoi, ce que tu as dit, pour nous, c'est, qui est aussi une conséquence de ça, c'est cette espèce de polarisation et de hausse des tensions entre les personnes, entre les groupes de personnes, entre les sociétés, entre les pays, entre les continents. Et ça, pour nous aussi, c'est souvent ça qui inquiète parfois le plus les gens. Et c'est normal, parce qu'en fait, quand tu as une polycrise et que tu as un monde aussi instable, c'est très 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 dur de se mettre d'accord sur les priorités. C'est très 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 dur d'avoir de la confiance alors que tu m'as dit que c'est ça la priorité et que le lendemain c'est plus vrai. Et donc tu as un espèce de cercle effectivement très vicieux. Et donc ce troisième problème-là, de hausse des tensions, de polarisation entre les personnes qui s'observent à tous les niveaux, parce que tu le vois au niveau politique, où on le voit dans les votes, dans les postures, etc. Mais on le voit aussi dans les discussions de famille. Moi, il y a beaucoup de gens qui nous disent on peut plus parler d'écologie, de politique, repas de Noël, c'est plus possible, parce qu'en fait, ça tourne au pugilat. On a du mal à se parler entre personnes dans la rue ou avec des personnes qui sont pas d'accord. On a du mal à, ne serait-ce qu'avoir un échange. Là aussi, il y a des gens qui me disent je suis parti de la soirée parce que je me sentais plus du tout à ma place alors que j'étais entre potes. Et c'est même pas forcément avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Parfois, c'est des gens avec qui on est d'accord sur le fond, mais avec certains éléments de différence, et même ces éléments-là cristallisent un désaccord qui va être plus fort. Et moi, j'ai l'impression que, en tant que podcasteur sur l'écologie, les gens qui me font le plus de remarques de il faut pas dire ça tu le fais pas bien, c'est ceux qui sont d'accord sur le fond du truc avec moi. Et c'est eux qui sont le plus énervés peut-être par mes petites erreurs, par mon langage, et je trouve ça très très difficile que même sur le fond, quand on est d'accord sur le fond, on soit pas d'accord sur la façon, sur la forme, ou certains sous-contenus ou certains sous-sujets. Absolument. Et ça c'est un énorme problème sociétal en tant que tel. C'est-à-dire que tu vois, même si on me dit, en fait, on a trouvé, il y a plus de problème écologique. On a trouvé un truc, la polycrise, en fait, mais que ça perdure et ça continue, ça va mal se passer en fait. On le sait très bien. Donc c'est un truc qui est ultra important aussi. Et pour moi, pour répondre à ton point sur c'est quoi la cause de ça, là-dessus il y a deux éléments. Le premier truc, nous, qu'on s'est dit, c'est que tout est lié. Tout est ultra systémique et lié. Et forcément, la polycrise et la hausse des tensions, c'est beaucoup dû aux problèmes écologiques. Parce que tu as des tensions sur les ressources. Et donc forcément, quand tu as des tensions sur les ressources, ça augmente les tensions à tous les niveaux. Donc, on parle beaucoup du deep sea mining en ce moment qui a été autorisé unilatéralement par Trump dans les eaux internationales, par exemple. Ouais. Tu vois, moi, des fois, je faisais un peu la blague, mais c'était au second degré. Mais je disais, Trump, il a très bien compris les limites planétaires. Quand il dit je veux le Groenland, quand il dit je veux le Panama et tout ça, il a compris que oui, les ressources maintenant, c'est plus Byzance, c'est plus l'abondance. Il faut aller prendre les ressources là où elles sont. Et c'est important, tu vois. Mais c'est plus pour la blague, mais en tout cas, tout est lié. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, plutôt que d'essayer de trouver une espèce de cause racine absolue de tout, tu vois, prenons le parti que ce qui est certain, c'est qu'il faut changer les choses. Si on continue comme ça, si on ne règle pas ces trois menaces existentielles-là, on va sûrement droit dans le mur. Alors, est-ce que ce sera un mur soudain? Est-ce que ce sera un mur progressif? Est-ce que ce sera une catastrophe ou des catastrophes? À la limite, c'est même pas le sujet, mais on va aller droit dans le mur. On va pas aller vers une progression de l'humanité, vers plus de bien-être pour les gens et pour la planète. Donc il faut régler ça, et il faut prendre le parti que ces trois choses-là existent et qu'il faut les intégrer dans notre approche de l'impact. Que si on se concentre sur un seul de ces trois trucs-là, et qu'on oublie les deux autres, possiblement, non seulement ça va pas marcher, mais en plus peut-être qu'on va même tirer contre notre camp, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dis on va faire de la transition écologique, mais que tu règles pas le problème de polarisation, et que tu t'y intéresses pas en fait,
bah tu sais très très bien qu'en fait, non. T'as des gens qui vont se braquer contre toi parce qu'ils vont dire je suis pas d'accord. Et que quand ils disent ils sont pas d'accord, certaines de leurs craintes, elles sont légitimes. Quelqu'un qui dit moi je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est une guerre avec l'Ukraine, enfin avec la Russie, etc. Donc je pense que ça doit être ça notre priorité nationale. Est-ce que tu peux le regarder dans les yeux et lui dire non, t'attends. Non, tu devrais pas être inquiet pour tes enfants pour une guerre nucléaire entre des pays qui ont de l'arme nucléaire. Non, t'attends. Ah non. T'es obligé de prendre au sérieux son inquiétude et de dire bah je vais faire en sorte que ma démarche d'impact, sincèrement, c'est pas juste le message, c'est pas juste la communication que je fais, mais ma démarche d'impact, elle prenne en compte ton inquiétude, elle prenne en compte ton problème et qu'elle essaye de faire progresser et de créer des synergies entre les sujets plutôt que de les isoler et de les opposer. Est-ce que le problème de la transition écologique, alors, ça a été un problème de communication? C'est la façon dont on a abordé les choses? Alors, moi, je pense que tout n'a pas bien été fait. Mais je pense que il faut pas, tu vois, l'une des réalisations qu'on a fait quand on a fait beaucoup de travail, d'enquête un peu, c'est d'aller lire de la sociologie et d'aller essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain, y compris en groupe comme ça. Et en fait, je crois que ce dont je me suis rendu compte, c'est que je pense qu'avant, on avait, et je parle pour nous, pour 2 tonnes, une approche un peu parfois immature du changement humain. C'est-à-dire qu'on avait un modèle de changement, tu vois, c'est acteur épanoui, je m'intéresse au sujet, je constate la pertinence des actions et les bénéfices pour moi, je deviens de plus en plus épanoui en le faisant et j'ai envie de bifurquer de plus en plus, tu vois. Et à la fin, je bifurque complètement. Je pense que ça s'applique à une certaine partie de la population. À un certain profil psychologique, social, économique, mais pas forcément à toute la population. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu as besoin, en gros, pendant longtemps, on a pris en compte la réalité physique de la transition, c'est-à-dire les ordres de grandeur, le carbone, bref. Aujourd'hui, il faut prendre en compte la réalité sociale et psychologique profondément. L'être humain, il est bizarre. En fait, il est ni parfait, ni affreux. Il est entre les deux. Il est capable du meilleur comme du pire. Moi, je crois pas dans la théorie un peu de l'homme dénaturé, c'est-à-dire l'être humain, il est gentil, il est bien, mais c'est le système. C'est le système qui le pervertit et tout ça. Ça, j'y crois pas. Et on a fait pas mal de lectures là-dessus, tu vois. Le fait que, moi, j'ai un truc qui me marque beaucoup. On dit des fois, tu vois, c'est un peu de la manipulation et c'est pour ça que les gens, ils vont voter comme ci ou qu'ils vont consommer comme ça, etc. Et ils sont victimes un peu d'un système. Mais quand tu regardes les chiffres de recherche Google sur les politiques, tu vois que souvent, les questions les plus posées sur les politiques, c'est à quoi ils ressemblent les jeunes, est-ce qu'elle est mariée, enfin, mais ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas le système, c'est pas Google qui le manipule, c'est nous qui sommes intéressés par ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre l'être humain comme il est, et que l'être humain, il est très, très, très divers déjà, mais il fait preuve d'incohérence. Et que le modèle de dire toi tu vas te rendre compte qu'il y a un monde parfait qui existe et tu vas bifurquer vers là ne s'applique vraiment pas à tout le monde. Donc c'est pas que de la communication, tu vois, c'est aussi de peut-être sortir d'une certaine vision de la bascule en disant tout le monde va devenir d'accord et changer en complète profondeur ses valeurs, ce en quoi il croit, sa façon de vivre et tout ça, parce qu'il va considérer que ma façon est beaucoup mieux du jour au lendemain. Ça, je pense que c'est pas vrai. Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment est-ce qu'on fait alors pour pas sombrer dans la dépression de se dire, en fait, on a 8 crises en même temps et il y en a aucune qui est insoluble tant que les autres ne sont pas résolues aussi, ce qui paraît complètement impossible. Comment est-ce qu'on fait alors pour s'attaquer à toutes ces crises de front? Bah, je pense la première chose peut-être, c'est justement dans l'approche de la transition. Tu vois, je dis nous, on est sorti de cette approche de la bifurcation, tu vois, individuelle. La personne qui vraiment était bleue, elle devient rouge, ou tu vois, enfin, ce truc un peu. Et je pense que c'est pareil pour notre vision de la transition. Avant, on avait cette vision un peu binaire, tu vois, point de bascule. Tu vois. Crac, un jour, le grand soir, un jour, tout va changer. Nous, on y croit de moins en moins, et surtout, on pense que c'est même pas forcément pertinent. Parce que peut-être que si tu as une révolution du jour au lendemain, ça tournerait pas comme on le veut.
En ce moment, t'as plutôt, il y en a qui disent c'est plutôt une époque contre-révolutionnaire que révolutionnaire. C'est marrant, il faudra que je te sorte l'épisode qu'on avait enregistré ensemble il y a 2 ans où tu me parlais justement de la pertinence du point de bascule. Mais bien sûr. Ah non, mais là-dessus, je fais. Enfin, c'est pas que je fais. C'est pas. Je pense qu'on a évolué dans notre vision. Non, c'est très clair. Et ça correspond aussi à une époque. C'est-à-dire, quand tu as une dynamique sociale sur un sujet fort, oui, ça existe. Quand tu as une époque qui est beaucoup moins dynamique sur le sujet, c'est beaucoup moins pertinent. Et donc, nous, on est plus dans une approche qui se veut un peu plus incrémentale, en fait. Ouais. De dire, quand tu as plusieurs priorités, bah, tu sais que tu vas vouloir avancer, peut-être avec des compromis, parce que tu dois jongler sur ces priorités-là. Donc là, c'est la première chose. Tu vois, c'est peut-être de sortir d'une approche de bascule noir-blanc et plus de nuances de gris, d'essayer de faire un peu mieux chaque jour. Mais la deuxième, en fait, c'est trouver des synergies. En gros, nous, ce qu'on dit, c'est pas il y a une priorité, c'est la transition écologique. On dit il faut une transition, et là-dessus, il y a 3 priorités. Il y a rentrer dans le donut. Tu vois, la théorie du donut de Kate Raworth, on y croit toujours, c'est-à-dire respecter les limites planétaires et en même temps garantir des conditions de vie qui sont dignes, et justes et sûres pour les humains. Donc ça, c'est une priorité, donc c'est des changements à faire. Ça, c'est une chose. L'autre chose pour nous, c'est la robustesse. En gros, la clé, si tu veux t'adapter à cette polycrise, à cette instabilité du monde, c'est qu'il faut que tu aies une société qui soit robuste, qui soit plus robuste, c'est-à-dire qui développe une capacité à rester stable malgré les fluctuations. Donc là, on a beaucoup suivi le travail d'Olivier Hamon, le biologiste, qui a théorisé un peu le sujet. Mais pour nous, c'est vraiment c'est une priorité. Il faut travailler sur la robustesse. Si on n'a pas de robustesse, il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas d'amélioration des conditions de vie de l'être humain durable. Et la troisième chose, pour nous, c'est pour répondre à ce problème de polarisation, de tension entre les humains, c'est que pour nous, il faut travailler sur la capacité d'action collective. C'est quelque chose qu'on a théorisé, nous. On dit, si on n'est pas capable de collectivement s'organiser pour trouver des solutions aux problèmes, quels qu'ils soient, trouver des points où on peut se mettre d'accord et tout ça, alors on n'arrivera à rien solutionner. Que ce soit les problèmes écologiques, sociaux, économiques, on n'arrivera à rien solutionner. Et donc, tu as ces 3 priorités-là, et plutôt que de dire je fais un peu des 3, peut-être qu'il faut essayer de trouver les synergies entre les 3. Et là, tu en as des concrètes. Comment est-ce que tu fais du coup si on ne croit plus dans le mécanisme du point de bascule? Ça veut dire qu'on n'a plus forcément besoin de convaincre les gens du bien fondé de la démarche, mais qu'il faut juste réussir à agir collectivement ensemble. Comment est-ce que tu fais pour agir collectivement ensemble si tout le monde ne vise pas le même point d'arrivée? Bah précisément, pour nous, il y a des ingrédients qu'il faut renforcer dans la société. Et c'est un peu ça notre théorie du changement. Tu vois, c'est pas de dire noir-blanc, mais plus il faut monter les curseurs sur certains ingrédients qui sont en baisse aujourd'hui. Alors, les ingrédients, il y en a quelques-uns qui sont assez simples. Le rapport à l'information et à la vérité. En fait, tu vois, ça peut se travailler. Est-ce qu'on croit dans la science? Est-ce qu'on a un rapport qui est sain à l'information, un esprit critique individuel et collectif? Si tu n'en as pas, tu ne sauras pas te mettre d'accord, tu ne sauras pas prioriser, jauger des problèmes, et donc tu auras toujours un problème à collectivement agir là-dessus. Donc ça se travaille, tu vois, on peut le faire. La confiance. La confiance, tu l'as évoqué, s'il n'y a pas de confiance dans l'autre, dans les institutions, quoi que ce soit, t'arrives à rien. Tu vas avoir aussi la perspective de succès. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas une confiance dans l'avenir aussi, s'ils croient que tout est foutu, tu tombes dans une forme de cynisme où ça sert à rien de s'engager, de faire quoi que ce soit et t'as perdu, tu vois. Donc en fait, tu peux travailler sur ces ingrédients-là et dire ça je vais aller travailler là-dessus. Ça, je vais essayer d'en injecter et de faire en sorte que ça prenne culturellement. Et les 2 autres sujets que j'ai dit peuvent être des façons de le faire. C'est-à-dire que quand tu parles de transition écologique à des gens, peut-être que tu vas nourrir ton objectif de leur permettre d'avoir des modes de vie ou des modes de pensée plus compatibles pour rentrer dans le donut et faire une transition écologique, mais peut-être aussi que tu vas leur permettre sur un sujet comme ça d'avoir un rapport à l'information plus sain, de faire preuve d'esprit critique, de réussir à se mettre d'accord sur un sujet et à trouver des compromis, d'avoir confiance dans le fait que oui, si je fais ça, je pense que quand même l'État va pas faire n'importe quoi non plus. Et là, tu vas nourrir, en faisant un atelier sur l'écologie, tu vas nourrir la capacité d'action collective. Donc, tu en fais un moyen et pas une fin en soi. Et pour nous, c'est un peu l'optique qu'on a, c'est de dire, il faut pas faire de la transition écologique juste une fin en soi, il faut en faire un moyen pour augmenter aussi notre robustesse et notre capacité d'action collective. Et si on arrive à faire ça, effectivement, là,
on peut avoir une amélioration des conditions de vie de l'être humain qui soit vraiment durable. Et pour nous, c'est vraiment cette importance-là. L'urgence aujourd'hui, ça n'est pas de régler un problème, aussi important qu'il soit, c'est d'augmenter notre capacité collective à résoudre les problèmes. C'est décisif. Et c'est pour ça qu'il faut que notre approche de la transition écologique ne se fasse pas en augmentant les tensions entre les personnes, en fragilisant encore plus une société qui est déjà ultra fragilisée par cette polycrise. Il faut au contraire que ce soit quelque chose qui crée plus de consensus, crée plus de confiance, crée une perspective collective de succès, une perspective vers l'avenir, crée de la robustesse. Et il y a beaucoup de synergies concrètes, tu vois, entre écologie et robustesse. C'est pas la même chose, mais il y a énormément de synergies. Si on arrive à faire ça, là, on a un truc qui va peut-être pas changer le monde du jour au lendemain vers un paradis, mais faire beaucoup mieux et passer de gris foncé à gris beaucoup plus clair. Ouais, j'ai l'impression d'avoir suivi un peu le même chemin sur The Big Shift, où je pense que les 100 premiers épisodes sont très tournés sur des hard limites, des limites très physiques. En fait, c'est quoi qu'est-ce que c'est l'énergie nucléaire, c'est quoi les déchets, le recyclage, etc. Et en fait, avec beaucoup d'informations que je voyais comme de l'information pédagogique pour comprendre et pour convaincre les gens, en fait, du bien fondé de la démarche. Et je pense que les 60 derniers épisodes, ils sont beaucoup plus tournés autour de les freins psychologiques à la transition écologique, l'adaptabilité dans les territoires, comment est-ce que tu fais pour que chacun puisse avoir une transition écologique en même temps en fonction de son mode de vie. Comment est-ce que tu fais? Donc là, on avait parlé avec Parlons Climat, on avait parlé de désinformation et des médias avec Quota Climat. Donc il y a tous ces sujets-là, en fait, qui sont des sujets beaucoup plus psychologiques qui sont revenus et qui deviennent un peu prégnants, je pense, dans le débat aussi. Est-ce que tu peux me parler de cette robustesse? Qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé d'un peu d'adaptation au changement climatique en termes d'écologie, mais en termes de société et de comment est-ce qu'on fait pour justement réussir à se maintenir en tant que société unie. Qu'est-ce que ça veut dire la robustesse pour toi? Alors, je te ferai pas la question de est-ce que c'est différent de la résilience, parce que sinon Arthur Keller va nous tuer. Ouais, et Olivier Armand aussi peut-être, mais alors déjà je suis pas un théoricien de la robustesse, hein, justement moi je suis beaucoup inspiré par notamment les travaux d'Olivier Armand, mais pour en dire quelques mots, donc la robustesse telle qu'il a défini, c'est la capacité à se maintenir stable dans un contexte de fluctuation et de changement. Et en fait Olivier Armand, lui, il est biologiste. Donc il étudie le vivant et il s'est rendu compte que des fois le vivant, il avait un modèle de développement qui n'était pas du tout performant, qui n'était pas du tout efficace. C'est-à-dire qu'il multipliait plein de trucs ultra variés, ultra différents, alors que tu pourrais dire, mais optimise, fais une seule chose, tu vois. Alors un exemple, il y a beaucoup d'exemples que tu peux donner là-dessus, mais voilà, c'est un peu ça. Et donc il dit, en gros, il y a un point de tension historique, naturel entre performance, optimisation, etc., et robustesse, qui est beaucoup moins performant, mais qui par contre, forcément, c'est plus viable. Donc tu vois, l'exemple typique, c'est le canal de Suez. Donc c'est ultra performant parce que tu sauves des milliers de kilomètres et tu optimises ta chaîne de valeur et ta ligne logistique. Par contre, t'as un bateau qui se plante, un evergreen, et t'as la moitié de l'économie mondiale qui est bloquée, grosso modo. Donc t'es pas du tout robuste. Tu vois. Quand tu dépends d'une seule technologie, d'une seule personne, d'une seule façon de faire, t'es pas du tout robuste quand ce truc-là devient caduc. Et donc, lui, il dit, il faut au contraire être robuste, et des fois, et en fait, le principe, c'est qu'être robuste, ça va au contraire de la performance. Donc c'est multiplier des approches différentes, qui ne seront pas toujours efficaces au même moment, par définition, mais qui vont te permettre que quand ça change, quand ça pète, quand il y a une nouvelle technologie, quand il y a une pénurie sur un produit, quand il y a une personne qui est blessée, quand il y a tout ça, tu restes très efficace. Donc lui, en fait, ça s'applique de façon très concrète, notamment le retour au local, en fait. C'est-à-dire le retour au local pour justement te dire que tu ne dépends pas de trucs ultra optimisés et ultra performants pour avoir de quoi tu as besoin pour vivre. Donc avoir plein de coopératives agricoles plutôt que des méga exploitations. Par exemple, c'est ça, qui dépendent, tu vois, d'une molécule qui est produite à l'autre bout du monde pour faire les engrais qui vont bien pour ton exploitation. Ou alors une seule culture qui peut se planter pour des raisons écologiques parce que maladie, etc. Sécheresse. Et là où t'es pas du tout optimisé, et quand tu as toutes des régions entières qui sont maintenant un peu monoculture, tu te dis,
effectivement, si demain on a un problème de chaîne d'approvisionnement, ils n'ont plus la capacité de faire à manger. C'est dommage. Ils font que du vin ou même que du comté, etc. Tu vois. Donc la robustesse, en fait, ça se travaille. C'est vraiment un projet sociétal en fait que tu peux appliquer à tous les niveaux et qui va te permettre de dire, en fait, effectivement, je vais avoir plutôt d'avoir un seul hôpital ultra technologique et tout, je vais avoir plein de cliniques locales. Et donc ces cliniques-là, effectivement, quoi qu'il arrive, ils vont pouvoir continuer à opérer. Peut-être que ce sera des trucs un peu plus simples, tu vois. Tu n'auras pas toutes les spécialités que tu as à l'hôpital, mais ça pourra continuer à opérer. Et comme c'est plus simple, tu n'auras pas besoin de dépendre d'un expert chirurgien de la main droite pour régler les problèmes. Tu vas avoir des gens qui vont savoir régler des problèmes, peut-être pas aussi bien que les autres, mais en tout cas de le faire quoi qu'il arrive. Et ça s'applique. Et ça s'applique aussi d'ailleurs même dans les entreprises, tu vois. Et ça donne une perspective qui est vachement forte, en fait, qui est pas la même perspective que la transition écologique, mais qui a plein de liens communs. Donc, relocaliser les chaînes de valeur, oui, c'est beaucoup plus robuste, par définition. Faire de l'économie circulaire, c'est un levier de robustesse. De tensions géopolitiques qui peuvent t'affecter alors que tu n'es même pas intégré dedans. Exemple, Ukraine-Russie, où la moitié d'exportation de l'Europe en blé, ça venait de l'Ukraine, et pendant tout un temps, il y avait plein de pays au Maghreb qui ne pouvaient pas importer de blé parce qu'ils n'avaient plus de lien avec l'Ukraine, qui ne pouvaient plus exporter. Exactement. Alors qu'ils ne sont pas vraiment touchés par le conflit directement. Ou alors, encore une fois, notre ami Trump qui dit, tu vois, si tu as tout misé sur un marché à l'autre bout du monde, et que Trump tu dis, fais maintenant 100% de droits de douane, ton business plan, ton truc, tu dis, on met ça à la poubelle, en fait, parce que tu vois, c'est fini. Et t'es peut-être pas du tout robuste et pas capable de pivoter, de changer. Et en fait, l'un des trucs que je trouve très intéressant avec la robustesse, qui fait le lien avec ce que j'appelais, tu vois, la capacité d'action collective, c'est que la robustesse, ça passe beaucoup par les personnes, par le lien, en fait. Et Olivier Hamann a, je trouve, une très belle expression. Il dit c'est l'abondance des interactions entre les humains. C'est ça, en fait, qui crée de la robustesse, parce que précisément, ce qui peut péter le plus, c'est pas tant un hôpital, c'est surtout une société. Les gens, c'est là où ça se passe. C'est quand les gens sont plus capables de se mettre d'accord, d'agir ensemble, de respecter les mêmes règles et tout ça, où là, ça peut péter. Donc, en fait, le levier principal de robustesse, c'est au niveau humain. Il y a des gens qui se parlent beaucoup. Lui, il y a une expression qui est assez drôle et qui montre bien l'opposition entre performance et robustesse. Il dit la robustesse, c'est la pause café. La pause café, tu dis, attendez, vous branlez rien. Enfin, là, vous bossez pas, c'est pas efficace, c'est pas performant, ça. Ouais, mais les gens, ils viennent, ils se parlent. Alors qu'ils sont pas dans le même département, qu'ils sont pas dans le truc, ils se parlent, ils papotent. Et le jour où ça va péter, où tu vas dire, désolé, mais en fait, tous les clients ont annulé les commandes, il y a un Covid, il y a un machin, ils sauront se parler, parce qu'ils se sont déjà parlé. On va dire, vieux, tu peux pas me prendre un coup de main, parce qu'en fait, il faut que je change complètement les plans. Pas de souci, je t'aide. Parce qu'ils se sont parlé. Et donc, tu vois, là, tu as aussi un projet sociétal qui est vachement beau, parce que, je parle de local, c'est dire, peut-être qu'un bureau de poste dans chaque village, c'est pas très performant. Ouais, mais peut-être que c'est vachement robuste. Parce que les gens, tu leur recrées du lien humain, tu recrées des interactions de des gens différents, et donc, tu crées du lien qui va être très bénéfique le jour où tu auras des nouvelles crises. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu as une crise, ça se joue beaucoup sur le local, l'ultra-local, où c'est là où les gens vont aller activer des mécanismes d'entraide et d'adaptation. Donc c'est ça, cette perspective de la robustesse. Et pour nous, elle est super riche parce que elle permet de sortir, tu vois, la transition écologique, tu peux la dire, c'est sauver le monde un peu, tu vois. Là, c'est pas sauver le monde, c'est travailler sur la société et sa capacité à bien tenir ensemble pour demain. Et donc en fait, tu peux, autour de la perspective de robustesse, mettre énormément d'actions qui sont aussi des actions écologiques et les intégrer là-dedans. Et tu peux aussi mettre beaucoup d'actions qui sont aussi des actions de plus de vivre ensemble, de faire société, de capacité d'action collective dans cette perspective-là. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très très riche, qui est à la fois très nécessaire, mais en même temps très inspirant. Et la robustesse, une société robuste, ça n'est jamais fini, parce que par définition, tu peux pas dire c'est bon, on est arrivé, on est robuste. Pareil que la performance. C'est comme la performance, mais ça donne une super perspective qui peut embarquer tout le monde. Et là, tu dis, on a un projet collectif, c'est d'aller vers plus de robustesse, et ça passera par une société qui sera plus écologique et qui sera capable de mieux se parler et de trouver des solutions ensemble, même quand on n'est pas d'accord. T'as quand même quelque chose d'assez solide, tu vois. Moi, ça m'enthousiasme, tu vois. Ça me plaît de me dire, ouais, ça va chier, on le sait, il y aura plein de problèmes, il y aura plein de trucs, ça c'est un acquis.
Par contre, on va travailler les uns sur les autres. Pour compter les uns sur les autres, pour travailler à faire mieux ensemble, un peu mieux chaque jour. Et ce ne sera pas du noir ou du blanc, ce sera un peu mieux chaque jour. Là, je trouve qu'il y a un truc assez fécond. C'est fécond, mais c'est pas encore très concret pour moi. Du coup, j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre comment est-ce que vous articulez ça. Comment est-ce que vous intégrez justement ces travaux de recréer du lien, de travailler sur la robustesse, d'intégrer toutes les thématiques, que ce soit de la confiance, de l'écologie, de l'information, de la vérité. Comment est-ce que vous intégrez ça du coup dans les nouveaux ateliers de 2 tonnes, mais pas que. Ouais. Bah effectivement, en fait, tu vois, quand on a fait ce travail-là, on s'est rendu compte que l'atelier 2 tonnes, il avait une plus-value sur la transition écologique, c'était son but au départ, mais il avait aussi une grosse plus-value sur la capacité d'action collective et la robustesse, en fait. Notamment parce qu'il avait un format, qui est l'intelligence collective, où en fait, le principe de base, c'est juste parler d'un problème ou d'un enjeu de société. Donc, tu peux le faire dans cette optique-là uniquement, tu vois. Et nous, des fois, il y a des gens, ils nous disent, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus l'exercice de pensée collective que de savoir si les tonnes de carbone, c'est X, Y ou Z. Je suis pas un fan d'écologie, tu vois. C'est très bien. Mais effectivement, ça demande quand même de décliner. Et si je dis qu'il faut prendre en compte la réalité sociale et que les gens sont pas tous pareils, que tout le monde va pas bifurquer du jour au lendemain parce que, quand tu l'as dit, il faut atteindre les 2 tonnes, eh ben, il faut l'intégrer. Donc nous, en gros, on a développé des nouveaux ateliers. Et l'un des premiers, il s'appelle Cultivons notre avenir. Et en fait, lui, on l'a fait à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. On a fait un partenariat avec le ministère de la Culture pour qu'on puisse, à la demande des lieux qui participent aux Journées du patrimoine, c'est-à-dire des milliers de lieux en France, il y a 11 millions de personnes qui le font, venir et faire des animations comme ça, où on parle d'écologie. Et on s'est dit, vraiment en zoomant sur, ok, c'est quoi le profil des gens qui viennent ? C'est 11 millions de personnes, donc c'est pas que des gens écolos, il y a fort à parier. Et en plus, c'est des gens qui viennent pas pour parler d'écologie, ils viennent pour parler de patrimoine. Donc on s'est dit, on va trouver un format qui va faire le lien là-dessus. Donc cultivons notre avenir, en fait, il n'y a même pas écologie dedans. C'est un format où tu vas parler des actions qui sont considérées comme écologiques, sur la viande, les transports, etc. Mais tu vas les aborder avant tout et questionner les gens sur les bénéfices sociaux et sociétaux. Et donc tu vas dire, ok, bah là, on parle de mobilité douce et de consommation de viande. Ok, peut-être c'est écologique, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose ? En fait, oui, bah la santé. Ah d'accord, et le pouvoir d'achat. Et donc en fait, tu pars plus des préoccupations, de la liste des préoccupations des Français, et tu les relis à l'écologie. Ce qu'on appelle l'éco-bénéfice de la transition écologique. On avait fait un épisode là-dessus avec Théodore Tallant. Absolument. Et dont le travail d'ailleurs nous a beaucoup inspiré. Mais en fait, bah, c'est assez simple, mais ça permet de recréer du lien, donc de désiloter le sujet écologique, et donc d'aller faire en sorte que les gens se rendent compte que oui, tu n'as pas besoin de t'identifier à l'écologie pour avoir des points d'adhésion à l'écologie. Donc là, c'est un atelier qui n'est pas fait pour créer de la transition des personnes, mais plus de l'adhésion. Déjà, si on arrive à se mettre d'accord tous, dire c'est un gros sujet qui est vachement important, qui nous préoccupe tous, mais en plus, on est tous d'accord sur pas mal de leviers ou de façons qui sont assez pertinents dans l'absolu, alors déjà, tu as gagné. Donc ça, tu vois, c'est un truc assez concret, et ce format est beaucoup plus court que l'atelier d'automne. Tu vois. Il se fait en extérieur, on l'a fait dans des musées, dans des lieux différents. Ça permet vraiment d'avoir ce truc où on se parle, quoi. Et t'as des gens qui viennent, ils sont ultra différents et on se parle. Et ça, bah, c'est un peu une façon de montrer notre approche. Mais il y a une autre façon qu'on a lancée récemment, qui est un nouvel atelier qui s'appelle Convergence, au pluriel. Et en fait, c'est un atelier qu'on a fait en se rendant compte que nous, un tiers des participants, c'est dans les entreprises, sur l'atelier d'automne, historiquement. Et on bosse avec beaucoup d'entreprises de tailles différentes. Et il y a un énorme levier d'impact pour nous. Parce que c'est là où les entreprises, tu touches les individus et tu touches les entreprises, donc tu as un effet de levier. Et en plus, tu touches des individus très différents et pas forcément écologiques, sensibles à l'écologie au départ. Donc tu as un énorme levier d'impact. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les boîtes puissent s'engager plus ? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sauver le monde, soyez écolo, ça ne marchait plus pour les boîtes. Il fallait trouver une autre approche. Mais par contre, tout ce que j'ai dit au début sur, oui, il y a un problème écologique, d'épuisement des ressources, etc. Il y a un problème d'instabilité et il y a des divergences qui font que les gens n'arrivent plus à se parler ensemble. Ça se retrouve dans les boîtes, parfois au centuple, en fait. Et donc, si on faisait un atelier qui leur permettait de mieux appréhender ça, de mieux répondre à ça, et ben en fait, on a fait l'atelier Convergence, qui est un atelier qui va pas parler que d'écologie du tout,
qui va même pas parler que de RSE, tu vois, responsabilité sociale des entreprises. C'est un atelier où on va se dire, ok, vous allez piloter une boîte fictive et on va vous mettre, vous allez la piloter jusqu'à 2035 et on va vous mettre un triple objectif. Un objectif à la fois sur l'écologie, faire baisser le bilan carbone, à la fois en termes de performance commerciale et financière, il va falloir quand même que la boîte elle vive, et à la fois en termes de santé sociale et des salariés. Et vous allez devoir piloter ça, vous allez devoir faire des décisions et essayer de jongler entre ces objectifs qui paraissent au départ contradictoires. Essayer de trouver non seulement le bon pilotage, mais en plus les synergies entre ces sujets-là. Et donc, dans l'atelier, tu vas mettre des actions qui sont des fois des actions d'écologie, mais des fois des actions plus, tu vois, on change la chaîne de valeur, on change le modèle d'affaires, on change la façon dont on gère les RH, l'intéressement, la polyvalence, la formation, etc. Et on voit les résultats ensuite en temps réel sur est-ce qu'on a baissé notre empreinte carbone, est-ce qu'on maintient une bonne performance financière, est-ce qu'on maintient des parts de marché, et est-ce qu'on a un climat social qui est encore bon. Et donc là, en fait, c'est un atelier qui vraiment un peu est la synthèse de ce qu'on veut faire, tu vois, parce que tu désilotes complètement le sujet RSE écologie et tu vas chercher les points de synergie. Et tu le fais dans une perspective temporelle où l'entreprise, elle va vivre des crises. Je spoil un peu l'atelier. Tu vas vivre des crises qui vont faire que les choix que tu as fait au début, peut-être qu'ils étaient pas bons au tour 1, mais ils vont se révéler très bons au tour 3. Parce que les données vont changer. Ou le contraire. Et donc, c'est un atelier qui, en fait, au-delà d'aller amener des notions techniques, des apports sur justement la robustesse en entreprise, c'est quoi des leviers de transition écologique très applicables dans toutes les boîtes. Donc là, tu es ultra concret. Surtout, il permet d'ouvrir la parole. Alors cet atelier qui est un peu un business game, c'est sur leur propre entreprise, c'est sur leur sujet, ou du coup c'est sur un sujet neutre qui touche un peu moins peut-être émotionnellement les différents salariés? Ça a été un gros questionnement. Et en fait, pour l'instant, on le fait qu'avec une entreprise qu'on a modélisée, qui s'appelle Plouf Company. Et en fait, un plouf, tu sais pas ce que c'est. On ne dit pas ce que c'est toi qui détermines au début. On te dit un plouf, c'est simple, ça coûte 55 €, ça pèse 1 kg. Dedans, il y a du coton, de l'acier, des matériaux électroniques. Les fournisseurs, ils viennent un peu d'Inde, un peu d'Allemagne. Vous avez des points de vente en B2B, en B2C. Vous faites 60 millions d'euros de CA, vous avez 200 salariés, etc. Et en fait, ce qui est assez cool avec ça, c'est que les gens, ça leur fait faire un vrai pas de côté. Parce que quand tu rentres dans la boîte, trop vite, tu as ce truc de soit c'est trop compliqué, ça coûte cher, c'est machin, donc t'es pas créatif, soit pire, c'est que tu restes dans les postures. Parce que si on est collègues et tu me dis « Ah ben oui, on devrait faire ça », le lendemain, quand je te croise, je vais te dire « Alors, t'as pas dit qu'on le ferait ?»« Ouais, mais attends, c'est compliqué et tout. » Alors que là, tu te projettes sur une autre entreprise, tu joues, t'es beaucoup plus créatif. Par contre, ça fait ressortir une qualité d'échange de dingue. Parce que moi, au début, je me suis dit que ce serait un atelier qui... Le défi, tu vois, c'est d'en pas faire qu'un atelier technique, tu vois. Et d'en faire un truc vraiment humain. Et en fait, ça marche beaucoup parce que les gens sont passionnés par leur travail. Et très, très vite, ce que tu vois dans la boîte sur laquelle tu agis, tu l'appliques chez toi. Et en fait, des fois, tu as des échanges où les gens sont avec un niveau d'émotion ultra important que j'ai pas vu même des fois dans les fresques du climat ou dans les ateliers d'automne, tu vois. Parce que tu leur dis, ils disent, mais moi, j'aimerais bien faire mieux dans mon boulot. Mais je sais pas comment faire parce que toi, tu me donnes pas le budget. J'ai l'impression que le département machin, il me soutient pas et tout. Et donc là, tu vas aller chercher un niveau d'humain qui est très très bon parce que les gens tu vas essayer de les faire sortir d'un truc de culpabilité et plus de dire c'est normal que tu n'arrives pas à tout faire, c'est normal que tu puisses pas changer du jour au lendemain, mais tu peux quand même être vachement ambitieux. Et si vous êtes tous d'accord sur ça, alors vous allez pouvoir créer des synergies de dingue. Tu vois. Donc c'est un atelier dont moi je suis très fier en fait parce que je trouve que il permet vraiment de faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire désiloter l'écologie, d'en faire un moyen de faire mieux, tout en permettant d'être très très humain, c'est-à-dire pas devenez parfait demain matin, mais beaucoup plus pilotez les choses, faites des choix, parlez-vous, adaptez-vous, cherchez les synergies. Il est déjà accessible cet atelier ou pas ? Il est déjà accessible. Il s'appelle Convergence au pluriel. Je suis trop content du nom d'ailleurs. Et il est déployé maintenant. Toutes les boîtes peuvent le faire. On ne fait pas encore d'atelier grand public parce que c'est plus fait pour les entreprises. Mais il y a plein d'ateliers inter-organisation et le lancement se passe super bien d'ailleurs. On a des retours ultra enthousiastes et c'est assez émouvant en fait même. Ça fait plaisir de lancer un nouveau truc et de voir que les gens se l'approprient et c'est très, très, très enthousiasmant. Bah, bravo. Et
Je pense que le dernier business game que j'ai fait, c'était en 2012-2013 en école de commerce. Ouais. Et je pense que ça ne choquait personne, moi le premier, hein, mais notre unique boussole, c'était quel CA on arrive à faire et quelle marge on arrive à tirer de notre entreprise. Et je me souviens pas qu'il y ait eu d'autres KPI aussi importants que celui-là à la fin. En tout cas, il me semble qu'on était classé dans la promo en fonction de ces KPI-là dans le business game. Ouais. Et ça me paraît fou maintenant. J'ai même expérience. C'était il y a 15 ans. Ouais, même expérience. Donc c'était quand même assez incroyable. Pour conclure cet épisode, est-ce qu'on abandonne la transition écologique ? Est-ce que finalement c'est qu'un symptôme de toutes ces causes racines ? Non, on n'abandonne pas. Enfin, on n'abandonne pas du tout. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est l'une des menaces existentielles. Moi, j'en vois 3, mais c'en est une. Et en plus, elle a beaucoup d'impact sur les 2 autres, tu vois. Elle crée des tensions de dingo. Et donc, c'est pas juste une menace pour demain, tu vois. C'est aussi un problème aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est hors de question d'abandonner ça. Et c'est aussi hors de question de rentrer dans, tu vois, l'approche des petits pas. C'est pas la même chose de dire il faut faire des compromis et ne pas croire que c'est la seule priorité absolue. Et dire c'est l'approche des petits pas. C'est pas exactement la même chose. Tu dois être très très ambitieux, montrer un cap d'ambition très fort, mais essayer quand même de prendre en compte les autres enjeux. Donc pour moi, il ne faut pas abandonner. Par contre, il faut peut-être changer de perspective. Moi, j'appelle ça un peu une sorte de révolution copernicienne, de ne pas en faire juste une fin en soi unique, isolée du reste, mais un moyen, dans l'approche que tu as, de nourrir les autres défis du XXIe siècle. Merci beaucoup, Pierre-Alix, de passer dans The Big Shift pour nous raconter tout ça. C'est un épisode qui m'a fait grand bien parce que c'est quelque chose que je pense et que j'avais du mal à exprimer depuis 7-8 mois, je pense, parce que tu le disais au début de l'épisode, c'est un peu flou, tu sais pas trop ce qui se passe, t'as l'impression, t'as une sensation, une intuition, mais t'es pas certain de tout ça. Et j'ai l'impression que là, avec ce que vous avez fait avec Dutton depuis 2-3 mois, j'ai l'impression de pouvoir poser des mots facilement dessus. Et c'est très très agréable. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur LinkedIn, sur Apple Podcasts, sur Spotify. N'hésitez pas à laisser des étoiles aussi si vous êtes encore là, c'est que vous êtes nos auditeurs préférés. Donc vraiment, aidez-nous à grandir. Contactez Pierre-Alix sur LinkedIn, Dutton sur le site atelierdutton.com ou juste dutton.org. Et Dutton, donc le chiffre 2 est TO2NES. Et ouais, effectivement, sur LinkedIn, Pierre-Alix Loret-Bavet, n'hésitez pas à m'écrire, ça sera avec grand plaisir. Trop cool. Et ben écoute, merci beaucoup. Et puis moi, il me reste à vous retrouver d'ici 10 jours pour un nouvel épisode. À plus. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.